Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Avant tout, j'aimerais vous remercier parce qu'on est en train de faire grandir une communauté. Merci pour votre fidélité. Et pour ça, on a besoin de votre soutien également, de vos likes, de vos abonnements. Donc n'hésitez pas à liker, à abonner cette vidéo. Et j'aimerais aujourd'hui commencer à vous introduire mon invité. Mon invité, elle incarne parfaitement cette nouvelle génération d'athlètes qui allie performance et bien-être. C'est une femme au parcours exceptionnel avec 19 sélections au 15 de France. Donc déjà, je pense que ça vous dit quelque chose, le 15 de France. C'est une joueuse de rugby international. Elle a décroché l'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, le bronze à la Coupe du Monde en 2017. Elle a contribué à la victoire du Grand Chelem en 2018. Mais au-delà de ça, mon invité se distingue par son esprit d'équipe et son engagement collectif. Donc j'ai le grand plaisir et l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui Jade Ouloutoulé, qui est présente aujourd'hui dans le studio d'Inspiration. Bonjour Jade et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. On commence toujours par, bien sûr, apprendre à se connaître. Oui. Jade, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel, professionnel ? Qu'est-ce qui a marqué ton parcours en réalité ? Alors moi, mon parcours, on va dire sportif, il commence dès l'âge de 7 ans. J'ai commencé à découvrir ce sport et ce merveilleux sport qu'est le rugby à l'âge de 7 ans et ça aura marqué une partie de ma carrière parce qu'en fait, j'ai joué avec les garçons jusqu'à mes 15 ans. On a le droit de jouer avec les garçons, donc en fait, j'étais la seule fille jusqu'à mes 15 ans dans un collectif d'hommes et du coup, forcément, j'avais un statut un peu particulier, donc il faut faire sa place, il faut se faire accepter par les autres garçons. Il faut faire sa place parce qu'on peut prendre des petites réflexions des équipes adverses quand ils se disent « Ah on voit une fille, ça va être facile ». Donc forcément, ça forge le caractère un peu. Et après, je suis partie en pôle espoir sur Rennes, donc à plus de 300 km de chez mes parents. Donc on passe d'un statut d'externe à interne, donc forcément, voilà, on grandit vite, on devient vite autonome, on apprend vite à se débrouiller par soi-même. Et après mon bac, j'ai décidé moi de partir 1 an en Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais, parce que j'étais pas forcément très bonne en anglais à l'école. Et là, tu es fluente. Et un peu plus, oui. Forcément, ça aide. Et j'avais envie de faire Voilà, je rêvais d'équipe de France et forcément, quand on est juste capable de dire thank you à l'arbitre ou good game à la fin d'un match aux adversaires, on est un peu limité. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de partir 1 an pour apprendre l'anglais et jouer au rugby. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que la Nouvelle-Zélande, des championnes du monde, une terre de rugby, et j'ai passé une année exceptionnelle. J'ai découvert une nouvelle culture, appris l'anglais et ça a beaucoup marqué le début de ma carrière, on va dire, et ça m'a permis d'avoir une vision du monde un peu différente, une vision du rugby différente, qui m'a servi pour la suite, et j'ai passé une année extraordinaire. Je suis la seule à l'heure actuelle championne de Nouvelle-Zélande. Génial. Voilà, avec l'équipe d'Auckland, et du coup ça m'a permis de vivre des superbes expériences, et derrière j'ai intégré les équipes de France et commencé ma carrière au niveau international. Et au niveau professionnel, du coup, pour moi, c'est assez rapide parce qu'en fait, c'est le rugby, ma profession. Ça fait 10 ans que je suis professionnelle. Donc, voilà, j'ai eu cette chance de vivre de ma passion pendant plus de 10 ans. Et à côté, j'ai fait des études, un bachelor en environnement et un master 2 en management des entreprises. Donc, voilà, j'ai essayé d'allier le double projet pour m'assurer un avenir et pouvoir derrière avoir une reconversion, en tout cas, qui potentiellement me plaira davantage et pouvoir faire ce que j'ai envie et ce qui me plaît. On va sûrement parler justement de cette reconversion par la suite, à la fin. Et ce qui est intéressant aussi, justement, c'est pour ça que je voulais t'avoir dans le studio, c'est parler de cette notion de cohésion et de l'entreprise, puisque tu as fait un master en management. Donc c'est de voir un peu quelles sont les problématiques que rencontrent aujourd'hui les entreprises et quelles peuvent être éventuellement les inspirations qui viennent du monde du rugby pour pouvoir peut-être donner un nouvel élan ou bien quelques pratiques qu'ils pourraient mettre en place, en œuvre dans leur quotidien sur différentes thématiques, que ce soit la communication, que ce soit la manière de faire confiance aux uns et aux autres. Mais avant ça, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu étais une femme dans un monde d'hommes. Quel a été le plus gros challenge finalement pour toi ? Parce que c'est pas simple. Comme tu dis, en plus, on est un petit peu... on est la femme. Donc, a priori, la personne, entre guillemets, alors c'est parce que plus faible, dans ce monde en fait de costauds. Hein, les humains sont quand même réputés pour être très costauds. Donc, quel a été le plus gros challenge pour toi et comment tu as réussi en fait à dépasser ces frontières qui t'ont permis justement de pouvoir t'intégrer ?
Eh ben, j'ai la chance d'avoir 2 parents qui m'ont doté, je pense, quand même, de qualités physiques pas hors norme, mais en tout cas peut-être au-dessus de la moyenne, j'ai envie de dire. Ce qui du coup m'a permis aussi de m'exprimer rapidement sur les terrains. Et je suis quelqu'un qui avait une enfant qui avait beaucoup d'énergie et qui tenait pas trop en place. Et donc du coup forcément cette énergie sur un terrain de rugby, ça peut servir. Et du coup j'ai très rapidement réussi à faire ma place. Et je pense que naturellement j'ai un caractère où je me laisse pas faire et je me laisse pas marcher dessus. Donc en fait naturellement je pense que ça s'est très bien fait avec en tout cas les coéquipiers, les garçons de mon équipe. Et en fait ça a été les copains du rugby et on s'est suivis quasiment pendant toute l'école de rugby. Donc avec eux, j'ai envie de dire, c'était assez facile. Cette intégration, en tout cas, moi, je l'ai pas subie. Et je pense que j'ai aussi eu des éducateurs qui ont fait beaucoup, parce que quand on est petit, quand on a 7-8 ans, on le voit pas, mais les éducateurs, ils jouent beaucoup aussi à intégrer tout le monde. Et je pense que, voilà, ils ont fait en sorte aussi que les garçons aient envie et voient, en tout cas, le positif et peut-être la plus-value que pouvait y avoir d'avoir une fille dans leur collectif. Le plus dur était plutôt contre les autres équipes où... Voilà, quand on rentre sur le terrain, en face ça rigole et ça vanne parce qu'il y a une fille, on dit que ça va être facile parce qu'il y a une fille, donc elle va être nulle. Voilà, donc moi ma réponse à ça, c'était de marquer des essais pour leur prouver et leur montrer que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on est nul au rugby. Et après il y a eu des petits on va dire des petits accrochages avec certains garçons en face qui refusaient et qui acceptaient pas trop de se faire plaquer par une fille plutôt à l'époque, mais du coup avoir un petit pied qui part et qui manque de me mettre un coup dans la tête. Et c'est là où les copains étaient jamais très loin et montraient qu'on touchait surtout pas un de mes cheveux. Au contraire. Donc oui, ça forge et forcément, je pense que le caractère qu'on a aide aussi à s'intégrer. Et puis, quand on a envie de quelque chose, aussi, on l'obtient et on se donne les moyens d'y aller et d'y arriver. On parlait tout à l'heure, alors hors studio, de cette notion de différence entre hommes et femmes et des émotions qu'il pouvait y avoir, qui peuvent être, alors je pense, bonnes d'un côté et peut-être parfois un peu moins bonnes. Pour toi, qu'est-ce qui fait la grande différence aujourd'hui entre une joueuse femme et un joueur homme, qu'on peut retrouver finalement dans une organisation, dans une entreprise aussi, dans cette diversité? Moi, j'aime bien dire que le rugby féminin est plus dans le rugby d'avant, donc un sport d'évitement. On est resté plus dans ce côté d'évitement, alors que le rugby actuel est plus un sport brutal, de contact, où voilà, on a des mecs qui font de la muscu, qui sont baraqués, et j'ai envie de dire, c'est celui qui a les plus gros bras et qui est le plus fort. Alors que nous, c'est plus en finesse et en contournement, c'est plus élégant. Et je trouve que ça correspond aussi très bien, l'image en tout cas que moi j'ai, on va dire, des différences entre hommes et femmes, et on est constitués différemment, et il y a plein d'avantages dans un sens et plein d'avantages dans l'autre, comme certaines fois on peut être limité. Et le retard que peut-être on peut avoir sur la connaissance du rugby au niveau féminin, parce que moi je suis partie des premières en tout cas à avoir commencé dès l'école de rugby, mais forcément quand on commence le rugby à 20 ans, techniquement on est un peu moins bonne, alors que les garçons ils savent déjà tout faire avec un ballon. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi la capacité à laisser l'opportunité à tout le monde de s'exprimer et de commencer ces sports-là, ces activités dites plutôt masculines dès le plus jeune âge, et de changer un peu cette vision qu'on pouvait avoir de ce sport, et de se dire que c'est un sport qui est praticable par les femmes, parce que on est capable en fait aussi j'ai envie de dire, de l'adapter avec nos qualités, et que ce soit physique ou psychologique, de vision. Voilà, c'est tout en adaptation par rapport à ce qu'on est. Alors, tu as remarqué que l'émission s'appelait Inspiration, et j'imagine que dans ta quête de performance, tu as sûrement dû avoir des inspirations aussi bien au niveau du rugby, mais en dehors du rugby. Déjà, qu'est-ce que le mot inspiration t'évoque ? Qu'est-ce qui t'inspire du coup ? Et c'est quoi les sources d'inspiration pour toi ? Alors, pour moi, l'inspiration, c'est quelque chose ou quelqu'un qui nous fait rêver, qui nous donne envie de sortir de sa zone de confort pour aussi atteindre ses objectifs et atteindre ses rêves. Et qui peut nous motiver justement à aller de l'avant et aller croire en ce qu'on a envie et ce qui nous fait vibrer. Et
étonnamment, ça... moi, mes sources d'inspiration, c'était plutôt des rugbyman. Quand j'étais jeune, en fait, je n'avais même pas connaissance à l'époque qu'il y avait du rugby féminin. Et donc, en fait, moi, je rêvais de jouer en équipe de France, mais avec les garçons. Et à l'époque, je rêvais devant ma télé avec des Frédéric Michalak et Vincent Clerc, notamment. Et du coup, voilà, c'était eux mes sources d'inspiration. Et ton rêve s'est réalisé. Et voilà, c'est ça. Et mon rêve s'est réalisé au-delà de ça, c'est que j'ai même eu la chance de rencontrer ces deux personnes. Et mes premières années en équipe de France, Frédéric Michalak, qui était encore au Centre national de rugby, donc je me souviens d'avoir presque à peine réussi à dire bonjour. La première fois où je l'ai croisé, qui m'a dit bonjour. L'émotion. Oui, moi j'avais 9-10 ans, que les premières fois où j'ai dû le regarder, donc forcément c'est des inspirations. Et après, en grandissant, j'étais inspirée par l'équipe de hand masculine au niveau de tous les trophées au niveau olympique, tout ce qu'ils ont pu gagner, et justement de cette équipe, de cette force collective. Et de ce côté-là, j'ai trouvé très impressionnant, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre de ce collectif. Justement, tu parlais de force collective. Le rugby est vraiment un modèle aujourd'hui. Il est vraiment cité comme un sport d'équipe où l'effort collectif prime. Comment la force du groupe t'a-t-elle aidé à surmonter les moments difficiles et à accomplir des performances et des exploits ? Eh ben, je pense que la force du collectif elle est encore plus importante dans les moments compliqués. Moi, je dirais notamment pour nous sportifs, lorsqu'on se blesse, lors de grosses blessures. C'est un moment qui est compliqué, surtout quand on se blesse gravement, par exemple, avant une grosse échéance, avant une Coupe du Monde, à un mois et demi d'une Coupe du Monde, forcément, c'est compliqué. Et du coup, c'est cette force-là, et c'est réussir à prendre cette force du collectif et réussir à garder en ligne de mire où est-ce qu'on veut aller, et se dire que voilà, on avait tellement de plaisir à être avec ce groupe qu'on a envie d'y retourner, et que du coup on va servir de ça pour faire les efforts pour attaquer la rééducation et revenir encore plus forte, et pas se dire mais je vais jamais y arriver, ça va être trop dur, elle continue de progresser, je pourrais jamais revenir. Donc voilà, c'est se servir, on va dire, du bon côté du collectif, et puis être capable d'aller chercher en tout cas auprès des joueuses, auprès du collectif, le besoin peut-être de positif, les ressources d'énergie quand ça va un peu moins bien, parce que les mois sont un peu longs, les semaines sont un peu difficiles, et c'est tout l'avantage du sport collectif. Donc c'est vraiment la solidarité en fait, et le lien qui fait que on arrive à ces exploits ou à ces performances, même dans des périodes qui sont un peu compliquées. Oui, tout à fait. Et puis on crée des affinités avec certaines choses. Il y a des filles avec qui on a vécu ensemble pendant quasiment 10 ans, j'ai envie de dire, parce que nos saisons sont longues, on est loin de chez nous, et forcément on crée des liens, des affinités que seul le rugby peut nous apporter, parce qu'on vit des moments tellement particuliers à part entière, que ce soit d'émotion ou de déception, et du coup forcément on crée des liens et des affinités avec certaines filles, et puis avec certaines un peu moins, mais par contre c'est pas pour autant que on n'arrive pas à prendre du plaisir et à s'entraider pour aller vers l'objectif commun. Est-ce que tu as un exemple précis justement où le collectif dans ta carrière a vraiment fait la différence, que ce soit lors d'un match ou bien lors d'un entraînement ? Alors j'aurais plusieurs choses en tête. Je pense qu'il y en a une où ça remonte maintenant, c'était en 2013, en Coupe du Monde en 2013, avec l'équipe de France de rugby à 7. Donc moi j'étais jeune à l'époque, c'était encore vraiment mes débuts, c'était ma première grosse compétition, et sur un match contre l'équipe de Russie, on commence pas très bien, et en fait il y a un essai où je fais une erreur individuelle, je me fais prendre, et ça me met un peu la tête au fond, et en fait collectivement l'équipe arrive à remettre de l'avant, et on recolle au score, on arrive, et en fait je me fais prendre par cet enthousiasme et cette euphorie du collectif, et à recommencer à y croire, alors que je m'étais dit de plus de 2 essais de retard, je suis nul, j'arrive à rien aujourd'hui, on commence vite à douter, et du coup cette force du collectif arrive à nous faire basculer et à repartir dans le positif, et oublier un peu cette petite voix qui pourrait amener du négatif. Et puis dans les entraînements où c'est très dur, avec le rugby à 7, c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement physique, donc on a des séances d'entraînement des fois qui sont pas très drôles, et qui sont pas forcément du rugby, ça peut être des séances en salle de musculation, en salle de muscu, ou en salle environnementale, donc on
on adapte la chaleur, l'altitude en fonction des pays où on va aller. Donc des fois il peut faire très chaud dans ces salles-là et des séances peuvent être très dures. Et du coup d'avoir les copines à côté qui encouragent, qui crient pendant qu'elles sont en récup pour nous donner la force de s'envoyer le plus possible et d'aller chercher au bout de nous-mêmes, forcément on fait ce petit effort supplémentaire peut-être et aller chercher ces petits dixièmes en plus que tout seul on a un peu plus de mal à aller chercher. Je crois que ça fait partie un peu de la notion de préparation mentale, mais qu'on verra un petit peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais continuer en fait sur ce côté un peu collectif, des rôles et des complémentarités et de l'interdépendance que vous avez entre joueuses. Et c'est ce qu'on peut également retrouver dans une organisation, dans une entreprise. C'est-à-dire que chaque personne a un rôle bien spécifique. Et du coup, comment l'interdépendance entre joueuses sur le terrain peut-elle inspirer une meilleure collaboration au sein d'un collectif, au sein d'une équipe en entreprise également, où chacun joue un rôle complémentaire pour aller vers un succès collectif? Je pense que c'est surtout important pour moi que les rôles ils soient bien définis et qu'en fait chacun se sentent capables d'accomplir une tâche et se sentent bien dans un rôle et que le temps fasse aussi que les rôles peuvent changer et que forcément au début on a peut-être un peu moins d'expérience et on a besoin d'apprendre aussi des autres et que si on a envie d'avoir un rôle de leader il faut laisser peut-être un peu le temps au temps et que du coup on se nourrit aussi de l'évolution des saisons qui passent et que forcément généralement, c'est rare qu'au rugby, le capitaine, il ait à peine 1 an dans le collectif, parce que forcément, ça demande une expérience, ça demande une capacité peut-être d'interagir différemment, que ce soit entre le staff ou entre le collectif. Donc, pour moi, c'est important vraiment que tout le monde se sente impliqué dans un rôle et se sente à sa place et se sente à l'aise avec ça et que tout le monde aussi soit capable d'écouter ce que l'autre a à dire et de se remettre en question et de ne pas être bloqué sur ses positions et qu'on soit à l'écoute dans la bienveillance et que très souvent nous c'est la complexité, c'est qu'on fonctionnait un peu comme une équipe où on était 20, 22 en fonction des saisons à être sous contrat, donc à s'entraîner au quotidien ensemble, mais en tournoi on part à 12 ou 13 et donc en fait c'est ce collectif, mais en même temps il y a de l'individu, il y a de l'ego parce que c'est à qui aura la place par rapport à l'autre et donc du coup les discussions des fois se ramenaient aussi à dire que les tensions on recentrait ça en disant mais attention, c'est ok, on peut avoir des différends, on peut avoir interprété certaines choses, mais par contre, il faut peut-être pas qu'on oublie qu'il y a peut-être de la bienveillance derrière tout ça, parce qu'en fait, notre objectif commun, c'est celui-là. Et que pour arriver là, peut-être que de dire quelque chose qui te pique un peu, c'est pas si méchant que ça. Dans le fond, je t'en veux pas, et c'est pas de la méchanceté, mais c'est de la bienveillance pour peut-être que toi, tu progresses, que tu essayes d'évoluer pour aller vers l'objectif commun, parce qu'en faisant ça, je pense, ou on est plusieurs à penser que du coup tu seras meilleur pour le collectif. Pour le collectif. Voilà. Il y a, je pense, cette notion d'ego qui vient. Comment on joue par rapport à son ego lorsqu'on est justement plus de 10, plus de 12 et qu'on doit à un moment donné resserrer parce qu'on est prévu on a été sélectionné en tous les cas pour tel ou tel match. Comment ça se passe, les jeux d'ego entre joueuses? Je pense que c'est le plus dur à gérer dans un collectif. Et du coup, derrière, il y a beaucoup de jalousie qui peuvent se cacher. Et c'est pour ça que du coup, derrière la jalousie, souvent, peut y avoir des interprétations de comportements ou de paroles, et pour ça qu'on essaye de recentrer vers le côté bienveillant. Mais l'ego, c'est quelque chose, tout le monde a de l'ego, et en entreprise c'est pareil. Tout le monde a envie du meilleur et de vouloir progresser, de pouvoir peut-être monter dans les échelons au sein de l'entreprise. L'important pour moi, c'est vraiment que chacun soit capable de faire attention à l'autre et d'être bienveillant envers l'autre pour que en fait cet ego-là ne soit pas plus fort, et en même temps on a besoin de cet ego-là parce que c'est ce qui nous permet de sortir de notre zone de confort et de vouloir aller de l'avant et de vouloir en faire plus et progresser. Donc c'est un équilibre à trouver, et cet équilibre est très bancal, très dur, et c'est un peu marcher sur des œufs ou sur un fil en permanence par rapport à ça. Et en fonction des caractères, il y a des filles qui vont avoir plus de mal à mettre leur ego de côté, et d'autres peut-être plus facilement vont réussir du coup à faire les efforts pour dire ça vas-y, on va dans ton sens et on laisse couler, parce que sinon on sait qu'on va arriver à un conflit inutile, et l'objectif final on peut s'en éloigner, ou en tout cas ça va créer des groupes parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, et du coup c'est chacun en fonction de comment il est arrive à voir ça, et puis aussi peut-être en fonction de son ancienneté on n'a plus la même vision, et on arrive à analyser les comportements et à se dire, à prendre du recul en se disant
on va dans son sens parce qu'en fait, on va perdre de l'énergie pour pas grand-chose et ça sert pas à grand-chose. Donc ne jamais quitter finalement l'objectif à atteindre, l'objectif final. C'est ça. Donc, c'est pas les égos qui vont faire que... En revanche, c'est l'objectif final et la cohésion qui va créer vraiment cette énergie qui permettra d'aller vers ce succès ou cette performance au final. Alors j'imagine que ça demande tout ça, beaucoup de communication, de la communication, de l'adaptation rapide aussi. Quel conseil tu donnerais? Parce que là aussi, on a plein d'individualités, d'individus très spécifiques, très particuliers. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux leaders d'équipe, aux managers, aux directeurs d'entreprise aussi, aux organisations, pour favoriser une communication qui soit vraiment claire et une adaptation rapide? Parce que là, on est vraiment dans une notion d'adaptation rapide qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise, des organisations. D'ailleurs, on parle dans le leadership de VUCA. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais le VUCA, c'est un acronyme. On est dans un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu. Donc, je pense que ça résume pas mal un match de rugby aussi. Tout à fait. Comment, dans ce monde où on nous demande de plus en plus d'agilité, eh bien, j'arrive à faire en sorte d'avoir le mindset, l'état d'esprit qui me permet de switcher? Je pense que pour un directeur, un manager, c'est réussir à toujours prendre du recul pour avoir un point de vue un peu plus large et de se décentraliser de la problématique peut-être du moment pour pouvoir recentrer en fait ses équipes en remettant toujours au centre l'objectif final. Et après, pour moi, c'est aussi de découpler cet objectif final pour que en fait, chacun se sente investi d'une tâche qui va permettre à l'entreprise, au collectif, en fait, d'atteindre ce résultat et d'atteindre cet objectif. Et que si l'objectif est trop grand, ou que l'ambition est trop grande d'un coup, l'objectif paraît tellement inatteignable que, à part certains qui vont avoir une force de caractère peut-être différente, mais pour peut-être beaucoup, c'est démotivant et on va baisser les bras. Et donc, du coup, c'est réussir à vraiment motiver, trouver des objectifs atteignables par chacun et qui vont servir au collectif et qui vont permettre, du coup, peut-être... toi, c'est atteindre un objectif qui va du coup aider cette personne-là qui, lui, peut atteindre son objectif, mais grâce à toi. Et donc, du coup, en fait, ça fait tout un enchaînage. Et pour moi, c'est le plus important pour les personnes qui sont managers, c'est de vraiment communiquer de façon claire et d'avoir des objectifs qui sont très clairs, très, très simples, très distincts, de façon à ce que on puisse tout de suite se recentrer et remettre ça au centre de la table et des discussions pour que tout le monde se sente embarqué sur le même navire et aille dans une seule direction. C'est vrai que pour intervenir dans pas mal d'entreprises, justement pour cette notion de cohésion d'équipe ou de management, les objectifs ne sont pas toujours perçus comme elles devraient être perçus. Alors il y a un problème de communication parfois, il y a un problème d'expression également parfois, il y a un problème de compréhension aussi parfois, donc il peut y avoir différentes problématiques qui brouillent un petit peu les radars finalement et qui font que il y a un espèce de désengagement de la part des équipes. J'ai lu un article qui est juste effroyable finalement parce que dans cet article, il disait qu'il y a moins de 10% des salariés aujourd'hui qui sont vraiment engagés activement dans leur entreprise. Ça fait peur. Ça fait peur. Waouh, que font les autres en fait? C'est ça. du coup, tu vois, cette notion d'engagement actif, elle est vraiment très intéressante et importante. C'est comment je garde un engagement lorsque je suis dans une tâche, lorsque je suis dans une entreprise, avec en plus de l'intergénérationnel, parce qu'on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des plus âgés, etc. C'est comment on arrive à faire en sorte d'avoir cette notion, peut-être même de transmission pour les uns et pour les autres, et de se dire j'avance malgré tous ces périmètres qui peuvent être bloquants. Moi je dirais c'est un peu comme nous on peut avoir dans le rugby, c'est que souvent on a un capitaine, donc j'ai envie de dire le manager peut-être en entreprise, et on a des leaders. Et en fait, on va s'appuyer, notamment à 15, où c'est un gros groupe, dans le rugby à 15, et du coup, on va s'appuyer sur ces leaders-là, qui, eux, vont avoir des rôles différents. Chacun va avoir des qualités, une sensibilité différente, et donc, du coup, va pouvoir avoir une analyse et pouvoir remettre des idées, soumettre des idées, que ce soit au capitaine, à l'entraîneur, pour permettre, en fait, d'avoir une cohésion, d'avoir une vie de groupe qui est saine, où tout se passe bien, et tout le monde a envie de s'entraîner, tout le monde a envie de s'envoyer très dur à l'entraînement pour pouvoir atteindre l'objectif. Et pour moi, en entreprise, je pense que c'est exactement la même chose. Il faut être capable de déléguer, de mettre en valeur certaines personnes, de pas avoir peur aussi pour moi de se remettre en question, de dire que on reste des humains et qu'en fait on peut faire des erreurs, on peut aussi, on a notre vie, on peut être fatigué, donc des fois on peut être un peu plus irritable, on peut avoir un peu moins de patience et du coup être un peu plus autoritaire. Et pour moi ça passe par de la communication, et que ce soit en entreprise ou dans le rugby, comme dans la vie, j'ai envie de dire, en fait, la communication est quand même la base de beaucoup de choses. Et en fait, la communication, pour bien communiquer, il faut aussi avoir un récepteur, et il faut que le récepteur
et les oreilles ouvertes et envie d'entendre. Parce que des fois, la communication, si le récepteur il n'a pas du tout envie d'entendre ce qu'on veut dire, on est face à un mur et du coup, forcément, c'est compliqué, le message, il ne va pas passer. Donc forcément, derrière, ça engendre beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est établir une communication qui est régulière, où du coup, tout le monde est capable de pouvoir interagir. De nos jours, il existe, je pense, beaucoup de façons de pouvoir interagir. Donc il faut trouver, en tout cas, la meilleure, celle qui, en tout cas, dans laquelle on se sent le plus à l'aise par rapport à sa génération, par rapport au public et aux collaborateurs qu'on a en face, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et que ce soit pas une contrainte, mais au contraire un outil facilitateur. Et comment le leader arrive justement à rentrer dans ce cadre de communication avec des individus qui sont très forts en plus, en termes de tempérament, comment on arrive à faire en sorte de s'adapter aussi au mode de communication, et tu parlais d'écoute, et à faire en sorte d'être écouté, entendu, et que cette écoute et cette entente soient traduites sur le terrain, parce que je pense que c'est un peu l'idée aussi. Mais oui, tout à fait. Après, je pense que, comme on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, c'est l'expérience aussi qui fait ça. Et c'est pour ça que je pense que il y a déjà des personnes qui naturellement vont avoir ce leadership-là, qui naturellement vont être capables de prendre la parole devant un collectif, alors que d'autres qui sont plus timides, qui ont une nature un peu plus distante, vont avoir du mal à le faire. Donc c'est aussi aller chercher ces personnes-là pour les sortir de leur zone de confort, parce que c'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils ont pas des super idées, au contraire, ils ont pas à apporter au collectif. Donc c'est réussir à tempérer, à réussir à faire en sorte que ces différents caractères arrivent à cohabiter ensemble et à fonctionner ensemble. Et c'est le plus compliqué. Surtout que nous, on en revient au fait que derrière, il y a une compétition et chacun veut gagner sa place. Donc, donc du coup, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des périodes où c'est un peu plus tendu, notamment à l'approche des échéances, où on sait qu'il y a des gens qui vont être déçus. Donc forcément, c'est un peu plus électrique, on va dire, l'ambiance. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Justement, dans cette notion de leadership et de cohésion, il y a la notion de confiance, la confiance entre les membres déjà du groupe, qui est présente, même si parfois, effectivement, il peut y avoir de l'animosité. Je pense qu'il y a une confiance qui est importante. La confiance entre les joueuses est primordiale. Comment la confiance entre les membres d'une équipe de rugby peut-elle être un modèle également pour une organisation, pour les collaborateurs dans une équipe, dans une organisation professionnelle? Pour moi, je pense que la confiance, c'est quelque chose où il faut mettre les mêmes mots derrière. C'est-à-dire que nous, on a aussi fait pas mal on a fait des réunions aussi pour avoir une ligne directrice et avoir des termes en commun qui parlent à tout le monde. Parce que derrière certains mots, on n'a pas forcément la même définition en fonction de notre éducation, en fonction du milieu dans lequel on a grandi. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est en fait parler le même vocabulaire, le même français. Le même français. Parce qu'en fait, derrière des mots, on n'a pas tous les mêmes définitions et forcément, du coup, ça va amener à des interprétations ou des incompréhensions. Et du coup, déjà, à partir du moment où on arrive à établir un champ lexical commun, c'est normalement déjà plus facile d'avoir une bonne écoute, d'avoir le message qui passe et qui est entendu par tout le monde et compris par tout le monde. Et après, la confiance, c'est être capable de montrer que quand on nous confie une tâche, quand on a besoin d'aide, on est là pour aider la personne, on est là pour remplir cette tâche. Et nous, je pense que la confiance, elle se gagne par aussi l'investissement qu'on met sur le terrain, les entraînements. Sur le temps aussi, et le temps, il fait beaucoup forcément. Il y a des personnes avec qui, naturellement, ça se fait très facilement. Et il y a des personnes avec qui c'est plus compliqué et le temps fait les choses et il faut être patient, il faut réussir à aller un peu aussi vers la personne, à rentrer dans son univers, dans son monde, dans sa façon de communiquer pour essayer justement de créer ce lien de confiance. Et puis je reviens même, il y a des filles, pour l'avoir vécu moi avec l'équipe de France, où forcément on n'avait pas du tout les mêmes atomes crochus et dans la vie c'est des personnes avec qui on n'aurait jamais forcément beaucoup échangé. Et en dehors d'un terrain, ça pouvait se retrouver. Et par contre, sur le terrain, comme on a un objectif commun, comme on sait où on veut aller, et en fait, on fait abstraction de ces choses-là pour prendre le positif, prendre le bon côté de cette personne pour pouvoir atteindre l'objectif. Et donc, du coup, sur le terrain, les choses se font naturellement et on a confiance les unes dans les autres. Donc, le maître mot, c'est aller vers les autres. Oui. C'est essayer de comprendre l'autre, c'est essayer d'apprendre de l'autre, essayer de comprendre un peu son monde, en fait, dans quelle réalité elle vit. C'est ça. Parce qu'effectivement, parfois, c'est juste une question
ça peut être d'énergie, hein, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a des personnes qui sont introverties, d'autres qui sont extraverties. C'est comment j'arrive à faire en sorte peut-être de lier ce lien, de créer ce lien qui va faire qu'on va apprendre à se connaître et peut-être là commencer à créer une relation de confiance. Tu parlais de lexique et je trouve ça très intéressant parce que effectivement dans les organisations parfois il y a des mots qui, comme tu le disais très bien, si bien, ne veulent pas du tout dire la même chose parce que culturellement c'est pas ça, parce que tout simplement il y a des incompréhensions qui sont là. Comment vous arrivez à aligner un lexique qui soit commun pour tout le monde? Est-ce que vous recréez un dictionnaire? Non, on ne recrée pas un dictionnaire, mais voilà, sur le fonctionnement du groupe, sur l'atmosphère qu'on a envie d'avoir dans l'équipe, sur le fonctionnement qu'on veut avoir dans l'équipe, et après sur le lexique rugbystique, des termes particuliers que nous on utilise. Voilà, sur des termes, par exemple, nous dans le rugby à 7, on utilisait le terme sort. Quand on annonce sort, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que toi derrière tu vas mettre derrière ce mot-là? Qu'est-ce que moi je mets? Et du coup, notamment quand les nouvelles arrivent, elles n'ont pas forcément la même vision, ou ce mot-là pour elles ne voulait pas dire la même chose dans leur club. Donc du coup, c'est prendre un temps, et des fois ça vaut le coup de prendre un temps de discussion, de faire de la vidéo, pour justement parler de tout ça, pour qu'on soit tous alignés. Et donc il y a des fois où il y a eu des discussions qui étaient très intéressantes, qui pouvaient émaner juste de réunions, et à ce moment-là le collectif avait besoin de discuter, et ça empiétait sur le temps d'entraînement, mais des fois ça vaut mieux peut-être faire durer une réunion et perdre un peu de temps pour qu'en fait derrière ça puisse découler et rouler pendant des semaines et des mois, parce qu'en fait voilà, on s'est aligné, que tout le monde a repris l'objectif et que tout le monde marche dans le même sens. Très intéressant. Il y a cette notion également que j'aimerais aborder avec toi de résilience collective en fait face à l'adversité, tout simplement. Comment les équipes de rugby aujourd'hui gèrent des moments de crise, parce que des moments de crise, je pense qu'il y en a peut-être de manière quotidienne. En tous les cas, ça arrive lorsqu'il y a des échéances qui sont importantes, comme tu disais, parce que le niveau de stress et de pression est important. C'est quoi les outils de gestion de stress ou de tension, on va dire ça comme ça, plutôt, ou de conflit, et on en retrouve dans nos vies de tous les jours, on en retrouve dans les organisations aussi. Si tu avais une ou deux techniques peut-être à nous partager, cette notion de gestion de crise pour aider le collectif. Alors, c'est une bonne question. Déjà, nous, la difficulté dans le rugby, c'est que c'est un sport qui est médiatique. Oui. Et donc, en fait, la difficulté, c'est même si dans le collectif peut y avoir des tensions, des difficultés, c'est qu'une fois sur le terrain, pendant la compétition, mais en tout cas, le grand public ne s'en rend pas compte, et que les gens aient l'impression que tout va bien. Et il y a une période où nous, après les Jeux de Tokyo avec l'équipe de France à 7, il y a eu des tensions, il y a eu une vie collective qui était peut-être plus compliquée et moins linéaire que ce qu'on a pu avoir jusqu'aux Jeux de Tokyo. Et j'ai envie de dire, le meilleur résultat, c'est quand les gens de l'extérieur disent « Oh, ça a l'air super, il y a une bonne ambiance entre vous et tout ». Et là, on se dit « Bon, au moins, effectivement, peut-être que nous, humainement parlant, au niveau de nos émotions, on ne le vit pas très bien. Mais en tout cas, ça ne se voit pas et ça ne se ressent pas forcément sur le terrain et sur le résultat final. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini 12e des tournois et on n'est pas devenu nul au rugby. Et donc du coup, c'est réussir à faire la part des choses et à mettre, pour moi, ces émotions de côté pour réussir justement à faire en sorte que ça continue d'avancer. Et par contre, en parallèle, il faut être capable d'aller interagir avec les gens, à les questionner. Alors des fois, on peut pas forcément aller voir directement la personne. Si on est en conflit et que le dialogue est rompu avec cette personne-là, c'est réussir à faire intervenir, par exemple, une personne tierce ou aller voir le manager, aller voir une copine, un leader qui elle s'entend peut-être bien avec et qui du coup pourrait faire un peu médiateur pour réussir à renouer un dialogue et faire en sorte que on puisse de nouveau avoir ce même vocabulaire et réussir à retrouver un dialogue, un point d'entente où on arrive à soit plus fluide à faire la part des choses aussi des deux côtés et à se dire j'ai mes torts, t'as tes torts, mais en fait on veut quand même arriver à être championne olympique à Paris. On oublie un peu ce qui s'est passé, on essaye de retrouver un dialogue et l'objectif c'est ça et on se concentre sur ça. Donc l'intérêt d'avoir effectivement une tierce personne qui peut éventuellement nous ramener et faire un peu la médiation est importante. C'est ça, tout à fait. Je pense que c'est un bon exemple également à reproduire en entreprise. Oui. Parfois il y a des conflits qui sont présents, qui ont du mal à trouver une solution tout simplement. Et on oublie un peu cet objectif commun qu'on doit avoir en tête tout le temps. Et c'est ce que j'entends également, c'est que vous avez tout le temps cet objectif qui est présent dans chacune de vos réunions, de vos entraînements, etc. Donc à un moment donné, lorsqu'on
quitte un petit peu cet objectif de la tête, il y a besoin de revenir dessus et peut-être remettre des mots et peut-être faire en sorte de rajouter une personne tierce pour pouvoir rallier et remettre ce niveau de verbal, si on peut appeler ça comme ça, tout à fait. Pour faire fi un peu des émotions et de toute l'animosité qu'il peut y avoir, c'est ça. Ce qui est normal aussi en période de stress. Bah oui, et puis on est des humains, on est plein d'émotions, donc forcément il faut réussir à les gérer et à les écouter, parce que ça fait aussi grandir et ça permet d'avancer, mais il faut aussi des fois réussir à les tempérer pour que justement on parte pas n'importe où et qu'on arrive à rester en tout cas dans... Focus. Voilà, c'est ça. Toi, en tant que leader, comment tu inspires ton équipe ? C'est quoi ta sauce secrète ou tes ingrédients secrets pour inspirer une équipe ? Alors, j'ai envie de dire que je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour répondre. Il aurait fallu demander directement à une de mes coéquipières. Je pense que ce serait elle les mieux pour y répondre. Pour moi, la meilleure chose, c'est de toujours rester soi-même et aligné avec ses convictions et ses valeurs. À partir du moment où on est vrai, qu'on porte nos valeurs, c'est toujours plus facile, parce que du coup, les gens vont adhérer à ça et vont peut-être s'y retrouver, en tout cas, ou pas. Hein. Des fois, il y a peut-être des personnes qui ont plus de mal à s'y retrouver, mais... Pour moi, en tout cas, ça a toujours été ça, c'est garder mon envie, mon enthousiasme, et le plaisir et cette chance d'avoir de vivre de mon métier, de ma passion, et puis d'être fidèle à qui je suis pour donner l'envie aux coéquipières qu'on aille dans le même sens, et puis de faire toujours le meilleur de moi-même. Après, on n'est pas parfait, on reste des êtres humains. Forcément, il y a des choses que j'ai pas réussi, comme j'aurais aimé le réussir peut-être, mais du coup, on apprend pour essayer de faire mieux les fois d'après, et puis comme j'ai dit, on garde sa ligne conductrice et qui on est pour pouvoir justement progresser, s'améliorer, et puis éviter de refaire les mêmes erreurs, et en tout cas donner aux gens l'envie de s'investir et de s'engager, et puis les choses se font naturellement aussi, j'ai envie de dire, et avec l'expérience, on prend aussi peut-être plus de confiance en soi pour en tout cas se sentir encore plus à l'aise et réussir à fédérer, à amener les gens, et puis à adapter le discours pour aller toucher les personnes en fonction de qui elles sont et de comment elles fonctionnent, et ce qui est un enjeu des fois pas facile quand avant un match on doit faire un discours, et justement il faut se concentrer sur soi, et en même temps il faut réussir à aller chercher en fonction du moment, parce que nous à 7 des fois on fait 6 matchs dans le même week-end, donc c'est potentiellement 6 discours, aller réussir des fois, le collectif va bien, il n'y a pas grand chose à dire, et des fois le collectif on sent... C'est de la sensation, ça s'explique pas. C'est un feeling, et aller chercher le bon mot, aller chercher la bonne énergie pour recentrer tout le monde, et pour que là, on y aille et qu'on aille gagner ce match. Alors, je crois que c'est un fantasme pour beaucoup de monde de connaître un petit peu ce qui se passe dans les vestiaires, dans plein de sports, hein, bien sûr, mais particulièrement tu parlais de discours. C'est quoi le genre de discours motivationnel, si je peux appeler ça comme ça, qui va faire que tu vas engager en fait l'équipe pour aller jouer un match c'est quoi le genre de discours ? Quels sont les mots-clés qui font que ça déclenche vraiment une émotion et une envie de se dépasser pour aller encore plus loin ? Alors là, je vais peut-être tuer... Mais en fait, le meilleur discours, c'est quand il n'y a pas besoin de faire de discours. Parce qu'en fait, tout le monde est motivé, et on sent l'énergie commune d'aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc, du coup, à partir du moment où il y a toute cette énergie-là, et qu'on sent une énergie positive, et dans les regards, dans les attitudes, c'est du sensationnel, parce que c'est ce que ça dégage. Et bien, le discours, il est facile. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les tripes des gens, d'aller chercher au fond d'eux pour qu'ils se transcendent pour aller chercher la victoire. Et c'est là où c'est le plus dur, c'est réussir à du coup, quand on sent que c'est peut-être moyen d'aller chercher peut-être un peu plus, d'aller redonner cette énergie collective et cette envie collective pour aller se transcender sur le terrain. Et là, après, c'est chacun fait avec qui il est, avec sa conviction, sa personnalité, et c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont aller chercher plutôt les individualités, qui vont aller chercher plutôt sur la force du collectif, sur la notion de combat, sur la notion de plaisir, d'aller jouer. Enfin, il y a plein d'aspects pour moi à aller chercher en fonction il n'y a pas un discours parfait, il n'y a jamais le même discours, c'est à la sensation, c'est au feeling, en fonction des gens avec qui on est, du collectif, et du coup c'est être capable de s'adapter, et ça,
comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que pour certaines personnes c'est plus difficile, qu'il faut apprendre parce qu'ils ont moins naturellement peut-être ce leadership là, et pour d'autres c'est plus facile, et il y en a à 22 ans ils sont capables d'avoir ce leadership là, et il y en a ça va arriver plus sur le tard à 26, 28 ans, parce que voilà, il y a un besoin de maturité qui est plus grand, et puis ils ont besoin d'une analyse peut-être un peu plus longue et de maturité pour réussir à s'émanciper et à prendre ce rôle là qu'on leur donne. Donc ce que tu veux dire aussi en fait, c'est que le leadership ça s'apprend. Oui. Parce que parfois on part d'un postulat que soit on est leader, soit on ne l'est pas. Mais moi, je suis convaincu comme toi que ça s'apprend. Il y a des choses, il y a la maturité qui rentre en jeu, il y a la confiance, il y a l'écoute, il y a l'envie également d'être leader. Oui, tout à fait. Et pour moi, il y a aussi l'expérience, c'est-à-dire que on apprend des choses comme à l'école, j'ai envie de dire. Sûr. Avant, on ne savait pas compter, maintenant on sait compter. Vie, hein. Et donc, du coup, forcément, on apprend des choses, et on apprend aussi peut-être à gérer ses émotions, les interactions avec ses collègues, et qu'avant on n'avait peut-être pas forcément ces notions-là. Et donc forcément, quand on a pris en compte ces notions-là, forcément notre façon de vouloir interagir, de vouloir motiver nos partenaires va être différente, parce qu'en fait on va se dire qu'en ayant tel discours, en adoptant telle attitude, on va plus facilement toucher. Alors que du coup un long discours, des fois ça sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est réussir à adapter ça, et puis à laisser aussi la parole. Je sais que des fois, moi, quand on se sent fatigué, que ça va peut-être moins bien humainement, ou qu'on a une petite blessure, voilà, pour n'importe quelle raison, j'ai envie de dire, on se sent un peu moins bien, et aller chercher une main, aller solliciter quelqu'un qui lui peut prendre la suite, et qui peut nous suppléer aussi. Et ça, c'est, pour moi, c'est aussi ça la force, c'est être capable de pouvoir justement aller chercher les forces vives pour permettre toujours d'aller vers l'objectif, et des fois de devoir se mettre en retrait. Et puis des fois naturellement les choses se font, où il y a des filles qui ont eu l'envie, qui ont pris la parole pour motiver, qui ont eu ce besoin-là, enfin au feeling, j'ai envie de dire. Et derrière nous, en tant que capitaine, en fait on n'a peut-être pas grand-chose à rajouter. Et du coup c'est juste dire un mot, ou juste recentrer sur 2 points clés sur ce match-là qu'on s'était dit en vidéo par exemple, en analyse, et voilà, mais sans en rajouter plus, parce qu'en fait tout a été dit, et que le collectif n'a pas besoin que le manager, capitaine remettre une couche, alors qu'en fait tout a été dit, et que l'essentiel a été dit, donc on n'a pas besoin. Go quoi. On y va. Donc c'est pas un aveu de faiblesse non plus, de se dire, de s'écouter, et de se dire aujourd'hui c'est peut-être pas le bon jour ou autre, je vais transmettre le témoin à quelqu'un d'autre, à une autre personne, pour qu'elle puisse prendre le relais, et puis disperser un peu cette énergie aussi collective. Tout à fait. À toute l'équipe. Super. Alors moi j'ai un truc que je pose régulièrement, c'est cette notion de préparation mentale, qui m'est chère, puisque je viens du sport aussi, et donc moi j'aimerais savoir un petit peu quelle place a joué la préparation mentale dans tes compétences, dans ta capacité en tous les cas à performer, et quels sont les outils pour toi qui ont... Alors je sais qu'aujourd'hui le rugby, dans le rugby masculin, je ne sais pas féminin, tu vas me le dire, tu vas me le confirmer, ils ont des préparateurs mentaux spécifiques, et qui créent vraiment une différence. Donc est-ce que de ton côté la préparation mentale est quelque chose qui est inné? Quels sont les outils qui t'ont aidé justement à te dépasser mentalement? Alors pour moi c'est quelque chose qui est hyper important, que moi j'ai mis en place depuis 2015, la saison 2015-2016, avant les premiers Jeux de Rio, et on a eu des préparateurs mentaux qui sont venus, mais plutôt d'un point de vue collectif, qui ont essayé d'interagir sur le collectif, sur un peu tout ce qu'on a pu discuter, justement pour la force collective et l'objectif commun. Et du coup, moi, d'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Réussir à avoir les clés, ça permet aussi de se connaître davantage, de mieux se connaître, de connaître ses forces, ses faiblesses. Et du coup, j'ai dit tout à l'heure, la petite voix qui des fois est un peu négative, qui met le doute en place, la peur de l'échec, la peur de ça, la peur... Et du coup, la préparation mentale, quand on a fait ce travail-là, on va avoir des clés pour justement l'éteindre et passer dans le positif, et dans l'envie de réussir, dans l'envie de bien faire les choses, dans l'envie d'aller vers cet objectif-là, et pas dans la peur d'eux. Et du coup, moi,
on va dire, des techniques. J'avais travaillé un peu sous hypnose pour se recentrer, justement, avec beaucoup d'imagerie mentale et aussi avec des huiles essentielles, en fait, un travail d'odeur. Une odeur qui pour moi, me rappelle un bien-être ou me met dans un bien-être et me permet, en fait, à mon corps de sécréter des bonnes ondes. Oui. Et du coup, le fait de sentir ça me met de suite dans un état plutôt positif et ça va m'amener dans le positif. Et donc voilà, c'est réussir à chacun, en fonction de ce qu'on est, du travail qu'on fait et du vécu qu'on a, réussir à se créer une petite routine. Et moi, avant les matchs, j'avais à peu près quand même toujours la même routine et les mêmes un peu exercices ça évolue en fonction des saisons, en fonction du temps. Mais ça... Mine de rien, ça se ressemble toujours un peu. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des routines, mais ces routines peuvent être changeantes. On n'est pas obligé de rester fixe là-dessus. Il y a plein de choses qu'on apprend également à travers la maturité. Et puis à travers, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme une école. Il y a des techniques qui, par-ci et par-là, viennent nous donner d'autres perspectives. C'est ça. Aussi. Et donc on les essaye. C'est test and learn. C'est ça, tout à fait. Je teste, j'apprends. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Justement, en termes de routine, si tu avais 2-3 routines peut-être à partager avec notre audience, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui pourrait les mettre dans cette notion de dépassement un peu mental ou de donner un peu de force mentale dans des moments où c'est parfois difficile ? Moi, une que j'ai beaucoup utilisée, c'est vraiment l'imagerie mentale. Donc, dans le vestiaire, pas forcément évident, parce que tout le monde se prépare. Il y a la musique sur l'enceinte où il y a beaucoup de bruit. Moi, j'ai toujours mis mon casque sur les oreilles avant de partir à l'échauffement pour être un peu dans ma bulle, avoir la musique, être dans un confort, me sentir bien. Me rappeler de la musique qui me parle, me rappeler d'où je viens et mes racines. La musique, déjà. Voilà, donc l'utilisation de la musique. Et après, prendre un temps pour... fermer les yeux et faire le vide autour de moi, dans mon corps, et aller chercher des sensations positives et justement une sensation de bien-être, voilà, et du coup me mettre dans un cercle, vraiment dans cette petite bulle d'apesanteur, j'ai envie de dire, où voilà, c'est une bulle dans laquelle on peut pas y rester éternellement, mais en tout cas pour partir sur un match, moi c'est comme ça que je fonctionnais, et voilà, me rappeler les 2-3 objectifs du match, les 2-3 points d'alerte, on va dire, que je m'étais fixé ou qu'on s'était fixé collectivement, et c'est pas mal comme ça que j'ai fonctionné. Ouais. La visualisation, on en parle beaucoup, c'est ça, visualiser. La visualisation, et après en plus la préparation du corps. Voilà. Et la prépa, et on peut pas, en fait, je pense qu'on peut pas faire de préparation mentale sans avoir une préparation physique aussi, d'une certaine manière. C'est ça. Il y a l'équilibre vraiment entre les deux. C'est ça. Mais du coup, en entreprise, peut-être que c'est plus compliqué, parce qu'on va pas faire une activité forcément physique, mais du coup, la préparation mentale, en tout cas la visualisation, le besoin de se recentrer, d'avoir un temps pour soi. Je pense que de nos jours dans les entreprises, on doit pouvoir trouver en tout cas un petit coin où on peut prendre 5 minutes pour soi, où on peut fermer les yeux, faire un peu de méditation pour voilà, se recentrer, faire redescendre les émotions et réussir à repartir, en tout cas dans la ligne conductrice et où on veut aller. Ouais. Mais c'est quelque chose en fait qui arrive aussi dans l'entreprise, parce qu'on pousse vraiment beaucoup les employés aujourd'hui, les collaborateurs, collaboratrices à bouger leur corps, parce que le pourcentage de sédentarité est tellement important aujourd'hui, et le fait de bouger simplement son corps vient aussi influer sur le mental, donc sur ses émotions, sur sa manière de voir les choses, et donc on pousse des gens vraiment à bouger, à avoir cette hygiène corporelle également. Oui. Alors quand je parle d'hygiène corporelle, on ne parle pas de la douche ou autre, mais vraiment de se mettre en mouvement. On n'a pas besoin de faire des kilomètres, on n'a pas besoin de soulever des poids. En revanche, juste bouger son corps permet déjà d'influer sur cette vision des choses et sur son humeur déjà. C'est hyper important. Moi, j'aime bien dire bien dans son corps, bien dans sa tête, égale généralement performance. L'un va pas sans l'autre. Et pour sentir bien dans sa tête, il faut sentir bien dans son corps. Et c'est vrai que du coup, ça vaut le coup de prendre 30 minutes pour aller faire un peu de sport, pour aller transpirer un peu. Et derrière, on est un peu c'est plus facile de se concentrer, on est un peu plus alerte, on sent mieux. Ça nous a fait du bien. On a aussi des fois juste évacué au niveau émotion, un surplein, parce qu'on a des problèmes, parce qu'il y a un enjeu énorme financier dans l'entreprise, et que là... C'est hyper tendu, et que dans 2 jours, tout peut se gagner, tout peut se perdre. Exactement. Et donc du coup, il y a besoin d'aller aussi évacuer ça, et le sport permet de couper un peu de ça, de couper de ce stress-là, pour pouvoir justement redescendre et donner, libérer en tout cas les bonnes émotions dans le corps, pour pouvoir être un peu plus à même de travailler et de faire efficacement. Face, Exactement.
j'aimerais maintenant aborder, on arrive sur la fin, mais j'aimerais aborder un sujet avec toi, c'est cette notion de savoir dire stop, savoir dire non aussi. Oui. Pour accompagner beaucoup de managers, de directeurs et autres en coaching, c'est quelque chose qui n'est pas si simple, parce que savoir dire non ou savoir dire stop, parfois, c'est s'écouter. Et on a parfois un peu de mal à s'écouter. On pense qu'on est des super-héros, mais on voit bien dans notre environnement qu'il y a des gens qui craquent, hein, tout simplement. Et toi, au mois d'août dernier, juste avant les JO, hein, juste après quasiment, tu as décidé de mettre fin à ta carrière, à la suite notamment d'une commotion cérébrale. Alors dans un article de presse, en fait, tu disais « la santé avant tout ». Savoir dire non, savoir dire stop, c'est difficile notamment dans le sport de haut niveau. Et je peux t'en parler puisque je l'ai vécu à un moment, j'ai dû démissionner d'équipe de France parce que voilà, c'est comme ça, c'était comme ça, en tous les cas à ce moment-là. Où est-ce que tu as trouvé la force de faire le meilleur choix pour toi et de dire ok maintenant stop? Alors la force, elle vient du fait que j'ai traversé une période un peu difficile après Tokyo. J'avais pris le capitanat. Et la force collective, les individus, il y a eu des tensions, il y a eu beaucoup de doutes au sein du collectif. À un moment donné, moi, j'y trouvais plus ma place. Pour moi, il y avait beaucoup de critiques sur mon rôle de capitaine. Même si derrière, au final, les filles ont réagi sur le fait qu'elles aimaient bien quand j'avais ce rôle-là. J'ai décidé de mettre un terme et de ne plus être capitaine de l'équipe de France A7. Ça a été ma volonté pour me préserver parce que voilà, j'étais pas bien, que mentalement j'étais en train de complètement exploser, j'avais envie de tout arrêter. Donc 1 an et demi avant Paris, j'ai décidé de renoncer à ce rôle-là qu'on m'avait donné et qui était un honneur vraiment parce que ça montre, c'était un honneur en tout cas d'avoir eu, qu'on m'ait donné cette chance-là d'avoir ce rôle-là. Et derrière il y a eu tout un questionnement, j'ai traversé une période très compliquée, mentalement notamment, et puis retrouver sa place au sein du collectif, ça a été assez difficile. Et du coup, pour moi, j'étais partie dans le sens où je vais jusqu'à Paris, pour moi, parce que j'ai envie de le faire égoïstement. Ton public. et pas forcément pour le collectif, mais au final, on avait le même objectif, c'est qu'on voulait être championne olympique. Donc, c'était pas 2 objectifs différents. Donc, je pouvais rester dans le navire, on va dire. Mais du coup, j'ai eu une vision un peu différente de cette année-là. Et j'avais surtout senti que le bien-être mental était très important et que j'ai eu bien 6 mois où c'était compliqué. J'allais au travail, j'allais plus jouer au rugby et faire ma passion. Et quand on commence à réfléchir comme ça, on se dit il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Et du coup, au mois de juin, quand malheureusement pour moi, à l'issue d'une commotion, les symptômes étaient toujours présents, que le neuro ne m'autorise toujours pas à reprendre le rugby, je vais voir le médecin de l'équipe de France A7 et je lui dis là il faut qu'on ait une vraie discussion. Dans 1 semaine le groupe pour les Jeux va être annoncé, qu'est-ce qu'on fait? Et là moi je fais des séances mais quand même j'ai mal à la tête, j'ai toujours des symptômes qui sont là, du coup qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que faut qu'on ait une discussion et pour moi il était évident que je ne mettrais pas ma santé plus en danger. On n'a qu'une santé, je vais pas encore 32 ans, la vie est encore longue, et du coup voilà, c'était inéluctable que fallait que je déclare forfait malheureusement pour Paris et j'avais décidé déjà à l'avance de mettre un terme à ma carrière après Paris 2024 pour plusieurs raisons, parce que mon corps aussi est fatigué, que ça fait 14 ans que j'étais en équipe de France, que voilà, j'avais pensé à la reconversion, envie peut-être d'une vie de famille un jour, donc ça c'était quelque chose qui était décidé. J'aurais aimé sortir sur le terrain et en finissant sur cette très belle compétition qu'il y a eu en France. Malheureusement, on ne choisit pas. Et moi, pendant plus d'1 an, ma seule motivation, et c'était, je ne sais pas si je ferai Paris, comme je ne savais pas si je ferais Rio ou si je ferais Tokyo. Par contre, la seule chose que je peux savoir, c'est qu'est-ce que je mets en place pour me donner toutes les chances d'arriver à Paris. Et à partir du moment où tout ce que j'ai fait au quotidien correspond à mes attentes, correspond à ce que j'avais envie de mettre, à l'investissement que j'avais envie d'y donner pour me dire, en faisant ça, j'ai toutes les chances de prétendre à Paris 2024. Et derrière, forcément, il y avait un regret, mais le regret, il est moindre parce que je me suis dit, j'ai mis tout en œuvre pour y arriver. Et c'est peut-être un peu simpliste, mais du coup, malheureusement, on ne maîtrise pas tous les éléments. Et la blessure en fait partie. Comme la non-sélection, j'aurais pu aussi ne pas être sélectionné. Il y a des garçons qui se retrouvent dans cette situation-là, pardon. Mais voilà, peut-être que la digestion de cette douloureuse
information, décision prise plutôt, a été plus facile parce que j'étais au clair avec moi-même depuis longtemps et que j'avais fait tout ce qu'il fallait pour moi, pour me donner les chances d'être à Paris et pour guérir. Mon corps en a voulu autrement et c'est comme ça. Et pour autant, quand je regarde derrière, j'ai aucun regret sur ce choix-là et sur toute ma carrière. Je me dis que j'ai quand même eu la chance d'avoir une très belle carrière et que voilà, j'ai loupé des événements et une Coupe du Monde pour une blessure au genou. Ben voilà, j'ai loupé des Jeux Olympiques pour une blessure. C'est comme ça, c'est la vie des sportifs et puis la vie est encore belle et il y a plein de belles choses. Que je ne connais pas encore, mais qui vont arriver et que je vais vivre. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver ? C'est quoi la prochaine étape pour toi ? Bah là déjà je profite et je me remets encore un peu de cette commotion où j'ai eu encore des symptômes. Là je commence à aller mieux, mais ça a duré un petit moment et après une nouvelle vie dans l'entreprise et voilà, comme je disais, j'ai fait quelques études, donc maintenant à aller pousser des portes d'entreprise pour aller justement mettre au profit ces diplômes que j'ai passés pendant ma carrière et puis surtout toute cette expérience acquise dans le milieu du sport qui est très facilement transférable dans le milieu de l'entreprise. Donc voilà, aller essayer de mettre toutes ces qualités acquises dans le milieu de l'entreprise. On peut lancer déjà un appel ici. Voilà. Pour les RH, les directeurs d'entreprise qui ont besoin d'avoir une personne qui vient du monde du sport avec un esprit collectif qui est très important et qui a vraiment toute la pratique et non pas la théorie, quoique. Un petit peu, mais surtout la pratique. Surtout la pratique, et je pense que c'est ce qui manque parfois dans les entreprises. C'est ça. Donc on lance un appel. La pratique et l'envie d'apprendre. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui est hyper important et quand on a envie d'apprendre, généralement quand même les portes elles s'ouvrent parce qu'on se dépasse. On se dépasse et puis surtout on va chercher les informations et l'apprentissage auprès des bonnes personnes qui nous permettent de grandir et justement de gravir ces échelons. Donc, Exactement. Alors on arrive sur la dernière séquence. J'ai 5 questions, 6 questions, quelques questions, on va dire, de manière très simple, sur lesquelles il faut répondre au tac au tac. Tu vois, un mot, une phrase, ce que tu veux. Très bien, ça devrait être rapide. Ça devrait normalement aller super rapidement. Une routine à mettre en place chaque jour. Un éveil musculaire. Un mot pour surmonter l'échec. Ne pas avoir peur de l'échec, mais avoir envie de réussir, plus que avoir peur. Une lecture indispensable. On va retomber dans le rugby. J'ai beaucoup aimé lire le livre de Johnny Wilkinson et Dan Carter. Une technique pour une gestion de stress express. Un peu de méditation et d'imagerie mentale. Un trait de caractère essentiel pour réussir. L'abnégation. Et une dernière, une citation inspirante. Soit je perds, soit je gagne. Pas du tout. Soit je gagne, soit j'apprends, pardon. Demandez-la. On parlait d'apprentissage tout à l'heure. J'ai eu un petit moment de bug. Merci beaucoup. Une dernière note inspirante pour les auditeurs. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui te suivent dans le monde personnel, professionnel, si tu avais juste un dernier conseil pour clôturer cet échange? Moi, je dirais de croire en ses rêves, et pour y croire, c'est de mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver, ou se donner les moyens d'y arriver, et que du coup, même si on n'y arrive pas, qu'on n'atteint pas le rêve qu'on s'est fixé ou l'objectif vraiment qu'on avait envie d'atteindre, généralement derrière, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent quand on se donne les moyens, qu'on travaille dur. C'est jamais pour rien, et à un moment donné, la roue tourne, et il y aura toujours, pour moi, quelque chose de bien qui arrivera derrière quand on se donne les moyens de vouloir y arriver, qu'on met tout en œuvre pour. Et donc ça nous fait le lien avec ta citation du coup, puisque de toutes les façons on apprend. C'est ça. Merci beaucoup Jade. J'ai été vraiment ravi de t'accueillir dans ce studio. Je te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. J'espère qu'on nous entendra pour la suite de ta carrière aussi. Voilà, merci. Pour te donner une ouverture. Merci aux auditeurs et aux auditrices du podcast. Merci de nous soutenir et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire grandir cette communauté qui est déjà aujourd'hui sur les dernières vidéos à plus de 40 000 vues. Donc merci pour votre confiance et votre fidélité. À très bientôt. Merci à toi. Merci.